Ils avaient arrêté un vieil homme sans prétention au volant d'une camionnette accidentée, se moquant de lui pendant qu'il racontait ses histoires de guerre, avant de le jeter dans une cellule de détention provisoire. 30 minutes plus tard, l'ambiance dans la salle changea du tout au tout. Le FBI franchit la porte, et soudain, l'air se chargea d'une tension épaisse. Plus personne ne riait. Permis et immatriculation, déclara froidement l'agent Kevin Driscoll. Sa main reposait sur sa ceinture, l'autre posée nonchalamment sur le rebord de la vitre du conducteur de l'ancienne Chevrolet. Le conducteur, un homme noir plus âgé, au visage profondément marqué de rides et aux yeux fatigués, se déplaçait lentement, avec une précision presque cérémonieuse. « Oui monsieur », répondit-il d'une voix grave, posée et mesurée. Il s'appelait Harold Trangle. Tout en lui inspirait une forme d'endurance tranquille, un extérieur usé, mais une stabilité intérieure indiscutable. Des taches effacées couvraient sa veste militaire, sa barbe était rugueuse, et dans la manière dont il soutenait le regard des officiers, il n'y avait ni peur, ni hésitation. Depuis le siège passager, l'agent Corrigansen garda une main proche de son étui. Sa posture changea subtilement, comme s'il s'attendait à ce que les choses dégénèrent. « Tu sais pourquoi on t'a arrêté ?» demanda-t-il, avec un soupçon de méfiance. « Feu arrière cassé », répondit Harold, déjà en train de sortir ses papiers de la boîte à gants. « Je voulais le réparer. J'ai reçu la pièce, mais je n'ai tout simplement pas eu le temps. » Driscoll examina les documents avec attention, les feuilletant d'un air las. Aucune infraction antérieure. Pourtant, quelque chose chez cet homme le troublait. Peut-être son calme. Ou la façon dont Harold le regardait, sans jamais scier. « Vous êtes militaire ?» demanda Jensen, intrigué par la veste élimée. Harold hocha lentement la tête. « Retraité. J'ai servi il y a longtemps. »« Quelle branche ?» insista Driscoll. « Armée. Reconnaissance spéciale. Asie du Sud-Est, principalement. » Driscoll haussa un sourcil, un sourire sceptique aux lèvres. « Reconnaissance spéciale ? Ça tombe bien. » Harold leva brièvement les yeux. Son expression resta illisible. Le moment passa. Driscoll rendit les papiers à Jensen et fit un signe vers le camion. « Ça vous dérangerait d'ouvrir la boîte à gants ?» demanda-t-il. Harold hésita. « Pourriez-vous me dire ce que vous cherchez ?»« Contrôle de routine », répondit froidement Driscoll. Harold soupira, puis acquiesça. « Il y a une arme à l'intérieur. Émise par l'armée. Elle est enregistrée. » Le visage de Driscoll se durcit. Sa voix devint glaciale. « Vous ne nous en avez pas parlé quand on vous l'a demandé. »« Vous ne l'avez pas demandé », rétorqua calmement Harold. Les choses dégénérèrent immédiatement. Driscoll ouvrit brusquement la porte du camion. « Sortez du véhicule, maintenant. » Harold s'exécuta lentement, les mains bien en vue, sans geste brusque. « C'est légal », dit-il d'un ton calme. « Je possède cette arme depuis 1973. Elle n'est pas chargée. » Mais les officiers n'en eurent cure. Jensen se pencha dans la cabine et en sortit le pistolet. « Vous avez un permis pour ça ?» demanda-t-il d'une voix méfiante. « Oui. »« Poche arrière », répondit Harold, toujours d'une voix posée. Ils prirent le permis, l'inspectèrent longuement. Mais cela ne suffit pas à Driscoll. Il fit un signe pour les menottes. « Ça ne me semble pas net », murmura Harold, presque pour lui-même. « C'est pas vous qui décidez aujourd'hui », répliqua Driscoll, la voix dure. Les mains dans le dos. Harold obéit. Les menottes s'enclenchèrent fermement, mais sans brutalité. Jensen, en retrait, observait la scène, moitié curieux, moitié amusé. Driscoll jeta un coup d'œil à la plateforme du camion, marmonnant dans sa barbe. « Vous savez, » dit Harold en étant escorté vers la voiture de patrouille, sa voix douce mais ferme, « en 1985, j'ai mené une mission qui n'a jamais fait la une. J'ai sauvé plus d'une douzaine de civils en Thaïlande. Je n'ai jamais reçu de lettre de remerciement. » Driscoll ricana. « Ouais. Et moi, je suis sorti avec un mannequin une fois. »« Je ne mens pas, » répondit Harold. Pas avec colère, mais avec une certitude tranquille. C'est une chose que j'ai conservée de mon service. Le trajet vers le bureau du shérif du comté de Stoneview se fit en silence. Harold regardait par la fenêtre, lointain, comme si plus rien ne pouvait le surprendre. Il avait tout vu. Ou peut-être qu'il refusait simplement de s'en soucier.
À la gare, Jensen plaisantait avec le répartiteur Rick Guido, à propos du vieux camion de son grand-père. Pendant ce temps, Driscoll commençait à rédiger le rapport d'incident. Mais son esprit semblait ailleurs. Il dit qu'il était dans une unité de reconnaissance, marmonna Driscoll. Il a probablement vu quelques films de guerre et s'est inventé un passé. Ils enfermèrent Harold dans une cellule. Le bourdonnement des néons au plafond était le seul son perceptible. Il resta assis, regardant le sol. Ni colère, ni peur. Juste une résignation tranquille. Il attendait. On ne savait pas quoi. Mais juste avant que Driscoll n'ait terminé ses papiers, une alerte inhabituelle retentit sur le terminal. Ce n'était pas un simple permis suspendu ou un mandat local. C'était un ping prioritaire des bases fédérales. Puis un autre. Et un téléphone sonna. Avant que Driscoll ne puisse décrocher, des phares balayèrent la façade de la gare. 3 SUV banalisés arrivèrent sans un bruit. Jensen, adossé à sa chaise, sirotait son café à moitié vide, jetant un œil à Harold à travers la petite fenêtre de la cellule. Il n'a pas bougé d'un millimètre, murmura-t-il. Ouais. Flippant, ce vieux, répondit Driscoll à voix basse, comme s'il savait que quelque chose approchait. Harold sentait que l'atmosphère avait changé. Mais il ne dirait rien. Pas encore. Et à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Driscoll ne leva même pas les yeux de son écran. Ce vieux bluff. Probablement un vétéran des années 80 qui essaie de se donner de l'importance. Jensen remua, mal à l'aise. Il tapotait des doigts sur la table. Je ne sais pas. Y a un truc bizarre chez lui. Driscoll éclata d'un rire méprisant. Ce genre de calme, c'est effrayant? Allons donc. Juste un vieux crasseux avec une histoire bidon et une arme qu'il devrait même pas avoir. C'est nous les hommes ici. Dans la cellule, Harold était toujours assis, les mains posées sur ses genoux. Sa posture était immobile, presque sereine. Parfois, il jetait un regard à l'horloge, puis au sol, comme s'il comptait. L'adjointe Carla Mandé arriva depuis l'accueil, les sourcils froncés. « Vous n'avez toujours pas identifié ce type ?» demanda-t-elle sèchement. Driscoll fit un geste vague. « On y travaille. » Elle plissa les yeux, peu convaincue. « Tu aurais dû faire ça avant de le mettre en cellule. » Jensen haussa les épaules et reporta son regard vers Harold. « Il prétend être un éclaireur spécial. Peu importe ce que ça veut dire. Il dit avoir une autorisation et une arme enregistrée. S'il dit la vérité, on le saura vite, ajouta Driscoll. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au moment même où le nom de Harold apparaissait dans leur base de données, des alarmes silencieuses se déclenchaient dans les profondeurs d'archives militaires. Une alerte rouge fut envoyée, discrètement. L'affaire devint instantanément fédérale. Mandé retourna à son poste, mais resta à l'écoute. Jensen lança d'un ton sarcastique. « Tu crois que c'est un de ces complotistes? Du genre à avoir entraîné des dauphins pour trouver des sous-marins? Tu serais surpris de ce qu'on faisait à l'armée, » grogna Mandé presque pour elle-même. D'un clic, Driscoll envoya le rapport. « Ouais, c'est ça. Et je suis censé croire que ce mec a passé 30 ans dans une unité secrète avant de finir par errer en Alabama dans une vieille Chevrolet pourrie? Je parie qu'il dort avec un couteau sous l'oreiller. » Dans la cellule, Harold parla enfin. Sa voix était douce, mais pleine de gravité. « Vous avez déjà participé à une fusillade, les garçons? » Les deux agents se figèrent. Driscoll s'approcha de la grille, malgré lui intrigué. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda-t-il, incrédule. Les yeux de Harold ne quittèrent pas les siens. Sa voix était ferme, inébranlable. « Je vous ai demandé si vous avez déjà eu à choisir entre une mère et la lunette d'un tireur d'élite pour décider qui vivrait une minute de plus. » Driscoll grogna. Voilà qu'il recommence. Mais Harold ne plaisantait pas. « Je me souviens encore de ses yeux, » dit-il, le regard perdu dans un lointain invisible. Elle ne parlait pas anglais. Mais je savais ce qu'elle disait. Et j'ai tiré. Je n'en suis pas fier, mais je l'ai fait. La pièce devint soudainement silencieuse. Genet, qui souriait narquoisement, s'arrêta net au milieu d'un rire. Le poids du moment s'abattit sur eux, suspendu dans l'air comme un brouillard dense et tranchant. « Vous pouvez me croire ou non, » dit calmement Harold. « Mais si vous pensez que je ne suis qu'un vieil imbécile avec une histoire, alors vous n'écouterez rien. » Driscoll resta muet un instant,
puis ricana en se détournant. Il se moque de nous. Ne tombez pas dans le panneau, marmonna-t-il. Mais l'ambiance dans la pièce avait changé. Elle était devenue plus lourde, presque étouffante. Juste à ce moment-là, quand la tension semblait insupportable, le téléphone sonna. Ligne 3. Une ligne directe, rarement utilisée. Driscoll décrocha. Bureau du shérif de Stoneview. La voix de l'autre côté était aiguë, tranchante, presque militaire. Vous avez Tremble en garde à vue? Driscoll cligna des yeux. Ouais. Qui demande? Ici l'agent Valdez, du bureau. Nous sommes en route. Ne le relâchez pas. Ne le déplacez pas. Et surtout, ne lui adressez pas la parole. Driscoll resta figé, sans voix. Attendez, quoi? Balbutia Teil. Mais l'appel était déjà terminé. Mandé, qui écoutait en silence, se leva lentement de son bureau, les sourcils froncés. Est-ce que ça venait d'eux? Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, des phares brillèrent à travers les fenêtres de la gare. 3 SUV banalisés s'arrêtèrent doucement devant, leurs moteurs ronronnant. Des hommes en costume sortirent sans hésitation. Leurs mouvements étaient précis, calculés, parfaitement coordonnés. Les portes d'entrée s'ouvrirent. 4 agents fédéraux entrèrent, flanqués de 2 agents en uniforme, membres de la division d'intervention rapide. Leur présence était imposante, silencieuse, écrasante. L'air sembla se figer, chargé d'une énergie électrique. Jansan déglutit difficilement, la gorge soudain sèche. Mandé recula d'un pas, instinctivement. L'agent principal montra son insigne, ses yeux rivés sur Driscoll. Où est Harold Tremble? Driscoll chercha ses mots. Le regard de l'agent Valdez était inébranlable. Nous allons le prendre à partir d'ici, déclara-t-il. Puis, alors qu'il passait, il ajouta sans se retourner. Nous avons besoin d'un accès à toutes les images, à tous les documents, à tout ce qui a été dit ou fait depuis l'arrestation. Sans un mot de plus, Valdez traversa la pièce comme s'il en connaissait déjà chaque recoin, chaque source de lumière, chaque odeur. Son manteau frémissait à peine. Il avançait avec une détermination silencieuse. L'insigne à la main, suspendu entre autorité et discrétion. Derrière lui, les agents Holo et Chin se mirent au travail. Ils se branchèrent aux postes informatiques, récupérant dossiers et enregistrements avec l'efficacité d'une routine bien rodée. Driscoll, la voix tremblante de frustration, éclata. « Et, attendez, que se passe-t-il ici? Vous ne pouvez pas entrer comme ça. » Valdez ne ralentit pas. Il le coupa sans même se retourner. « Vous êtes assis sur un actif protégé. Cet homme ne doit pas être interrogé, touché, ni même approché sans autorisation du commandement fédéral. Si vous avez un problème, appelez le Pentagone. » Driscoll resta figé, les mots coincés dans sa gorge. Dans la cellule, les yeux d'Harold s'ouvrirent doucement. Il observait la scène avec un calme profond. Un petit sourire, presque imperceptible, naquit au coin de ses lèvres. Ce n'était ni suffisant, ni triomphant. C'était la sérénité d'un homme qui savait que ce moment arriverait. Valdez tapa un code sur le clavier et ouvrit lui-même la cellule. « Sergent Tremble, dit-il. » Harold se leva lentement du banc. Il t'en a fallu du temps. Valdez hocha la tête, son expression impassible. La circulation à Birmingham était chaotique. Les articulations d'Harold craquèrent. Ses genoux étaient raides, mais dans ses gestes, il y avait une grâce, une maîtrise silencieuse qui trahissait l'expérience. « Ils vous ont traité comme un suspect, demanda Valdez, d'une voix neutre. J'ai connu pire, répondit Harold, lançant un regard bref à Jensen et Driscoll. Au moins, ils ne m'ont pas demandé 3 fois dans quelle unité j'avais servi, comme les derniers. Jensen, nerveux, tenta de se justifier. Écoutez, on ne savait pas qui il était. L'arme n'était pas déclarée. On a dû suivre la procédure. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine d'écouter, intervint froidement l'agent Chin, sans même lever les yeux de son clavier. Et maintenant, vous êtes signalé dans notre système pour avoir mal géré un individu classé A. Félicitations. Un silence glacial s'abattit. Valdez se tourna vers Mandé. Madame, avez-vous participé à l'arrestation? Non, monsieur. J'étais à la réception. Vous êtes clair, dit-il. Les autres, reculaient. Chaque mot,
Chaque geste depuis cette arrestation est enregistré. Si les caméras montrent le moindre abus, notre service juridique vous contactera. Chin imprima un document et le tendit à Jensen. Voici ce que vous avez ignoré, Harold Tranle, ancien sergent-chef de la 4e unité de reconnaissance. Classé noir pendant près de 20 ans. Affecté en Thaïlande, au Salvador, à Beyrouth et en Sierra Leone. Médaille de la vaillance. Citation du Pentagone pour avoir sauvé des vies civiles. Jensen resta figé. L'incrédulité se peignait sur son visage. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais la vérité était plus vaste, plus sombre qu'il ne l'aurait cru. Mais pourquoi un type comme ça serait-il signalé, demanda Driscoll, confus. Valdez le fixa, ses yeux voilés d'une profondeur inquiétante. Parce que le sergent Tranle n'est pas un vétéran ordinaire. Il fait partie d'un programme fédéral ancien, visant à protéger certains agents dont les actions ont encore un impact sur le droit international. L'arme pour laquelle vous l'avez arrêté est liée à une mission qui, en 1989, a empêché la destruction d'une ambassade entière. Savez-vous combien de personnes tueraient pour mettre la main sur lui? Jensen blêmit. Attendez, vous voulez dire que quelqu'un le traque? La voix de Chin était glaciale. Ce n'est peut-être pas le cas. Il est traqué. Driscoll recula comme si la vérité le brûlait. On n'en savait rien. Non, confirma Valdez. Vous ne saviez pas. Et c'est bien là le problème. En arrière-plan, un agent téléchargeait les images de toutes les caméras. Chaque instant, chaque mot, chaque regard, tout était là. Harold restait immobile. Il ne semblait pas en colère, simplement fatigué. Comme un homme qui avait porté trop de secrets et qui ne s'attendait plus à être remercié. « Souhaitez-vous porter plainte » demanda Valdez. Harold secoua la tête. « Ça n'en vaut pas la peine. Mais j'aimerais récupérer mon arme de poing. » L'agent lui remit, soigneusement rangée dans son étui. « Vous êtes blanchi. » Harold l'accepta en silence, puis se tourna vers Driscoll. T'est-il déjà arrivé d'arrêter quelqu'un juste parce qu'il avait l'air suspect, même quand ton instinct disait le contraire? Driscoll ne répondit pas. Peut-être que la prochaine fois, dit Harold d'une voix calme, tu demanderas avant de juger. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Mand s'avança avec quelque chose à la main. Les plaques militaires d'Harold, tombaient sous le bureau. Harold les prit délicatement, caressant le métal usé. Les chiffres étaient presque effacés, mais leur poids, lui, restait intact. Tu faisais vraiment partie de la 4e reconnaissance, demanda Mand. Il acquiesça. Il nous appelait les fantômes. On allait là où les autres n'allaient pas. On sortait quand on le pouvait. Driscoll resta à l'écart, les bras croisés, écrasé par le poids de sa propre ignorance. Jensen regardait fixement le sol, les blagues qu'il avait faites résonnant comme des spectres d'erreurs irréparables. Valdez fit signe aux agents de les laisser un instant. Un silence rare s'installa. Harold se tourna vers le bureau et sortit une enveloppe jaunie de sa veste. Mon dernier dossier de mission. Déclassifié l'an dernier. Ils me l'ont envoyé par la poste, comme un livre en retard. Il la posa doucement, ses doigts effleurant le papier. Thaïlande, 1985, commença-t-il. Sa voix était ferme. Malgré le poids de tout ce qu'elle portait. Nous menions une opération de reconnaissance près de la frontière. Les renseignements nous avaient orientés vers un groupe de rebelles retenant des otages dans une école reconvertie, 4 Américains, 2 travailleurs humanitaires, un photojournaliste et un garçon de 6 ans. Driscoll fronça les sourcils. Je n'ai jamais rien entendu à ce sujet. Tu n'étais pas censé le faire, répondit Harold, sa voix douce comme un murmure porté par le vent. Nous les avons sortis. Mais le prix fut lourd. 4 membres de mon équipe sont tombés. Les meilleurs hommes que j'ai jamais connus. Il s'arrêta. Ses mots restèrent suspendus, comme une encre tirant vers le fond quelque chose de profondément enfoui en lui. J'ai vécu longtemps, reprit-il. Mais chaque fois que j'entends quelqu'un rire, parler de la guerre comme s'il en connaissait l'odeur, les couleurs, le goût, j'aimerais qu'il puisse emporter une seule journée dans sa poche. Juste une. Justine Valdez, adossée au mur du fond, bras croisés, observait en silence. La plupart des missions dirigées par Harold n'ont jamais été consignées sur le papier. C'est pour ça qu'on suit son nom, souffla Mand. Ce n'est pas une menace, continua-t-il. C'est un témoin vivant de choses que ce pays préférerait oublier.
Mais pourquoi a-t-il été signalé si vite, demanda Jensen, tentant de rassembler les morceaux du puzzle. Chin entra dans la pièce, un dossier à la main. Le silence devint plus épais, plus lourd encore. Il y a 3 semaines, le nom de Tran a émergé d'une liste divulguée, issue d'anciennes archives de la CIA. Quelqu'un a remonté les pistes, et certaines des personnes liées à cette liste ont déjà disparu. Harold laissa échapper un demi-rire, sec et sans chaleur. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai eu un léger problème avec le fait d'être sorti de mon camion comme un vulgaire voleur de station-service. Jensen se frotta la nuque, la honte commençant à s'installer. Écoute, mec, je ne savais pas. Non, répondit Harold en le regardant droit dans les yeux. Tu ne savais pas. Mais tu aurais dû me traiter comme un homme. Ce n'était plus simplement un échange entre Harold et quelques officiers. La tension s'était répandue dans chaque recoin de la pièce. Elle occupait l'air, emplissait les silences, pesait sur chaque regard. Valdez s'avança. On a tenté de retirer des gars comme Harold du radar, avant que les mauvaises personnes ne les retrouvent. Mais chaque signalement, c'est un risque. Ce soir, vous avez augmenté ce risque, ajouta-t-il d'un ton grave. Drizzle regarda Harold à nouveau. Cette fois, son regard avait changé. Il n'y avait plus de suspicion, ni de jugement. Seulement la conscience amère d'avoir terriblement sous-estimé l'homme en face de lui. Je vais écrire une déclaration, dit Driscoll d'une voix brisée, hésitante. Un rapport complet. Harold haussa un sourcil. Écris-le pour toi. Pas pour moi. Valdez consulta sa montre. Son expression se durcit. On doit bouger. Chaque minute passée ici rapproche son nom d'endroit où il ne devrait jamais apparaître. Harold remit ses plaques militaires autour de son cou. Le métal ne fit aucun bruit, comme s'il avait appris, lui aussi, à se taire. « Est-ce que tu es encore en contact avec des membres de ton équipe » demanda Manz, presque à voix basse. Harold secoua lentement la tête. « Sur 11, je suis le dernier à respirer. » Ils allaient partir quand Valdez s'arrêta à la porte. « Il y a autre chose. » Les mots qu'il prononça ensuite semblaient flotter dans l'air, chargés de secrets trop longtemps tus. Harold était en attente pour une opération qui n'a jamais été lancée, dit-il. Le Pentagone n'a jamais expliqué pourquoi. Mais c'est pour ça qu'on l'a toujours gardé à l'œil. Sa voix se fit plus basse. Disons que cette mission aurait dû se dérouler sur le sol américain. Et si c'était le cas, répondit Harold sans se retourner. Vous parleriez de moi autrement. Avec plus de prudence. Il sortit de la pièce, son pas mesuré, le dos droit. Il avançait comme s'il était de retour en patrouille, chaque geste précis, chaque regard porté avec intention. Mais à peine avait-il atteint le couloir qu'un van de presse s'arrêta à l'extérieur. Quelqu'un avait prévenu les journalistes. Le chaos n'allait faire que commencer. Le bruit d'un objectif zoomant à travers les vitres alerta tous les regards. Channel Win News était là. Un caméraman, une journaliste de terrain, courant vers l'entrée. Valdez jura entre ses dents et avança pour les intercepter. Harold, lui, ne changea pas de rythme. Il marchait plus lentement maintenant, avec cette dignité silencieuse que l'on ne peut ni acheter ni apprendre. Celle qui se forge avec les années et les cicatrices. Ses bottes frappaient le sol avec régularité. Chaque pas portait du poids. Chaque silence parlait plus fort que les cris. Dehors, la journaliste tenait déjà son micro, prête à tirer sa première question. « Monsieur, est-il vrai que vous avez été arrêté à tort ce soir ?» La question résonna comme une accusation. Mais Valdez se retourna calmement. « C'est une affaire fédérale. » Pas de commentaire. Harold s'arrêta à la porte, sa main posée sur la barre de poussée. Il jeta un regard furtif en arrière, assez pour ne pas regarder directement les caméras, mais suffisamment pour dire ce qu'il avait à dire. Il pensait que j'étais quelqu'un d'autre, dit-il posément. Parce que je ne m'habillais pas comme eux, parce que je suis resté silencieux, parce que je suis noir. Mais je suis bien celui que je prétends être. Et je porte ce pays sur mes épaules depuis bien plus longtemps que beaucoup ne s'en souviennent. La journaliste tenta de poursuivre. Trop tard. Valdez avait déjà protégé Harold, le guidant doucement hors du champ des caméras. Pas de sirène. Pas de tumulte. Juste le silence feutré des SUV noirs, aux vitres teintées, attendant dans l'ombre. Harold monta à bord. Il croisa le regard d'une femme à travers la vitre de la gare.
Elle ne fit pas de geste. Ne sourit pas. Mais dans sa posture, droite et immobile, quelque chose avait changé. Elle savait désormais. À l'intérieur, Jensen était avachi à son bureau, un stylo tapotant nerveusement sa jambe. Loin, très loin de son écran. Driscoll, lui, regardait en boucle les images de la caméra corporelle. Chaque détail repassait devant ses yeux, ses ordres secs, son sourire moqueur quand Harold mentionna son service militaire, la façon dont il emballa son arme comme si c'était celle d'un criminel. Rien ne pouvait être effacé. Aucun vernis. Juste la vérité brute, sans filtre. Mans détourna les yeux de l'écran. Tu vas devoir répondre de ça. Driscoll hocha lentement la tête. Je sais. Dehors, les portes du SUV se refermèrent dans un souffle. Valdez ne dit pas un mot durant tout le trajet. Harold, silencieux, regardait la route. Pas détendu, demanda Valdez. Je ne l'ai jamais été, répondit Harold sans hésiter. Mais ça va? Insista-t-il, l'inquiétude perçant. Harold réfléchit. Ils m'ont traité comme si je n'existais pas, murmura-t-il. Valdez laissa flotter ces mots. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Je sais, dit Harold. Mais j'en ai assez d'être une leçon. Le SUV tourna sur une route secondaire, fuyant les projecteurs. Avant de sortir, Harold murmura. Tu sais à quoi je pense le plus? Dis-moi. Ce gamin, en Thaïlande. Le garçon de 6 ans. Je l'ai transporté dans un sac de riz, juste pour qu'il passe inaperçu. Tu l'as sauvé? Peut-être, répondit Harold. Ou peut-être que j'ai seulement retardé ce que le monde allait lui faire. Ils descendirent. Le gravier craqua sous ses bottes. Harold leva les yeux vers les étoiles, puis les baissa vers la terre. Tu veux la vérité? Demanda-t-il. Toujours. Je me fiche de l'arrestation. J'ai connu bien pire. Ce qui me blesse, c'est la vitesse à laquelle ils ont cru le pire de moi. Sans poser une seule question. Valdez acquiesça. Ce ne sera pas la dernière fois. Non, conclut Harold. Mais ça aurait dû l'être. À l'intérieur, Mans appelait déjà les affaires internes. Elle ne comptait pas laisser cette affaire sombrer dans l'oubli. Celle-ci marquerait un tournant. 2 semaines plus tard, le poste de police du comté de Stoneview semblait inchangé. Mais à l'intérieur, tout avait bougé. L'ambiance. Le ton. Le respect. Driscoll, mutique, attendait les résultats de l'enquête. Jensen avait été temporairement écarté. Et le nom d'Harold Tran n'était plus un simple fichier. Il était devenu une histoire qu'on se racontait à voix basse. Une mémoire vivante. Un jeune homme arriva au poste, une lettre à la main. « Je cherche l'adjointe Mans, dit-il. »« C'est moi, répondit-elle. Il lui tendit la lettre. L'écriture était soignée, presque ancienne. « Adjointe Mans. Vous n'étiez pas obligé d'intervenir. Mais vous l'avez fait. Cela en dit plus sur vous que l'insigne que vous portez. Je n'ai pas besoin de justice. J'ai déjà eu ma part de combat. Mais je crois encore en la responsabilité. Et vous êtes la raison pour laquelle j'y crois encore. Merci. Harold Tranle. Elle lut la lettre 2 fois. Son cœur se serra. Il t'a demandé de me la remettre? Oui. Il reste hors réseau, à l'extérieur de Birmingham. Il ne veut pas d'attention. Mans esquissa un mince sourire. Dis-lui, qu'il n'est pas oublié. Le jeune homme repartit, silencieux. Dans le vestiaire, Driscoll fixait son reflet. Pas d'uniforme. Juste une chemise et une culpabilité. Il griffonna sur un carnet. J'ai vu un homme. Je ne lui ai pas demandé qui il était. Je l'ai traité comme un dossier, pas comme une personne. Il referma le carnet. Peut-être que personne ne le lirait. Mais lui, il le relirait. À 30 miles de là, dans un centre pour vétérans, Harold écoutait un jeune appelé Julian. Les mots sortaient par à-coups. Je me réveille en pensant qu'on va enfoncer la porte. Même après 3 ans. Harold se pencha. On n'éteint pas ça. On apprend juste à lui donner une place. Il ne disparaît pas. Il arrête juste de mener la danse. Et toi? Combien de temps ça t'a pris?
Je compte encore. Ils restèrent là, en silence. Un silence imparfait, mais réel. À Stoneview, Mantz épingla la lettre dans son casier. Pas de discours. Pas de lumière. Juste un rappel. Parfois, ceux que l'on invisibilise portent les histoires les plus lourdes. Et parfois, une erreur devient un miroir. Un miroir qu'on ne peut plus éviter.